Bonsoir donc à cette édition de la FCPQ en direct du 19 octobre, lundi 19 octobre. Donc, le temps passe très vite, comme vous pouvez le constater. Alors, déjà passé la mi-octobre. Moi, je vais commencer tout de suite avec un petit suivi des activités de la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, la tournée, on commence en parlant de la tournée des comités de parents. Donc, cette tournée-là, vous en avez déjà entendu parler probablement, si vous n'avez pas entendu parler, parce que c'est nouveau votre comité de parents, c'est que dès le printemps dernier, on a demandé au comité de parents qui est intéressé de s'inscrire pour pouvoir avoir la visite. On s'entend que présentement, la visite est virtuelle. Donc, les comités de parents pouvaient s'inscrire pour avoir la visite donc, des représentants de la Fédération des comités de parents du Québec pour avoir une présentation de ce qu'est la Fédération, des services qu'elle offre et du travail qu'elle fait pour les parents du réseau public du Québec. Donc, la tournée est lancée. Il y a déjà eu quelques rencontres qui ont eu lieu. C'est un dossier, bon, le dossier est principalement pris en charge par ma collègue Marie-Hélène qui va en parler plus tard. On a une présentation qu'on présente donc aux gens des comités de parents qu'on visite. Donc, on a déjà, comme je le disais, on a déjà 4 comités de parents qui ont été visités, notamment en Outaouais, en Montérégie et en Gaspésie. Il reste encore de la place si vous voulez planifier une date pour 2021. Pour ce qui est de 2020, c'est pas mal complet. Notre calendrier d'activité est pas mal complet, donc il serait difficile de confirmer une date. Là, pour ceux que ce n'est pas déjà fait, il est difficile de confirmer encore une date pour 2020, mais il reste encore de la place pour 2021. Et il y a un formulaire pour inscrire votre comité de parents si vous souhaitez donc recevoir la visite virtuelle, encore une fois, des représentants de la Fédération des comités de parents du Québec. Je vais vous parler maintenant de formation. Donc, la formation sur la loi sur l'instruction publique qui était prévue, si je me souviens bien, attendez un peu. Donc, cette formation-là était prévue mercredi prochain, le 28 octobre. Donc, cette formation-là qui était prévue pour le 28 octobre a été repoussée au mardi 3 novembre. Oui, le soir des élections américaines. Mais de toute façon, vous n'aurez pas de résultats avant 3 mois pour les élections américaines. Fait que moi, je vous recommande de suivre la formation quand même. C'est ça pour ce qui est de la formation sur la loi, sur le webinaire. Donc, on s'entend sur la loi sur l'instruction publique. Prenez note, reportez le 3 novembre. De toute façon, vous allez voir dans nos publications, sur nos plateformes, le changement de date. Concernant les formations aussi, les webinaires, on a fait des changements aux formules d'abonnement. Considérant donc la situation actuelle, parce qu'on sait que beaucoup de comités de parents vont prendre un abonnement, 1, 5 ou 10 connexions, dans le but, bon, le plus possible, d'optimiser ces connexions-là en permettant aux gens de se réunir dans des lieux pour pouvoir assister en groupe aux formations. On comprend que maintenant, ça n'est plus possible pour le moment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement modifié le nombre de connexions octroyées avec chaque abonnement. Donc, il n'y a pas de modification de la part des comités de parents déjà abonnés à faire. Fait que si votre comité de parents s'est abonné à une connexion par webinaire, dorénavant, il bénéficiera de 5 connexions par webinaire et ainsi de suite. Le comité de parents qui est abonné à 2 connexions par webinaire bénéficiera dorénavant de 10 connexions par webinaire. Et 5 connexions, c'est maintenant 25 connexions. Et 10 connexions par webinaire, c'est maintenant 50 connexions par webinaire. Si vous avez besoin de plus de connexions que ça, on vous invite à communiquer avec nous, évidemment, à l'adresse qui est à l'écran, formation au pluriel à fcpq.qc.ca. Donc, comme je le dis, cette modification est automatique pour les comités de parents qui sont déjà abonnés. La modification sera faite sur nos plateformes, notamment le formulaire d'inscription, mais aussi sur notre site web d'ici mercredi. Il y a aussi une modification pour les formations adaptées. Vous savez, ce qu'on appelle les formations adaptées, c'est nos formations locales, c'est-à-dire les formations qui sont données par nos formateurs spécifiquement à un comité de parents, à la demande d'un comité de parents. Encore une fois, on a un peu la même contrainte, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus vraiment se réunir pour assister à la formation et qui plus est, nos formateurs, on veut limiter leur déplacement aussi, on veut leur éviter de devoir se déplacer d'une zone à une autre pour des raisons évidentes de mesures de prévention. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour le moment, nos formations adaptées vont être offertes en mode virtuel uniquement et que pour cette raison, le coût va passer de 400 à 300 parce que le formateur n'a plus à se déplacer. Je rappelle que c'est encore quand même une formation adaptée, donc une formation personnalisée, une formation qui va être donnée en direct, en mode réunion, pour que puisse vraiment avoir de l'interaction entre les gens qui assistent à la rencontre, à la formation et
le ou les formateurs de la Fédération. Ça conclut ce que j'avais à vous présenter concernant les activités de la Fédération des comités de parents du Québec. On passe au point suivant qui concerne la gouvernance scolaire. C'est notre collègue secrétaire général Jean-François Rioux qui va vous présenter ce bout, mais je vous avertis, c'est quelque chose que Jean-François a enregistré aujourd'hui. Donc, ce que vous allez voir, c'est un enregistrement de la présentation de Jean-François. Donc, si vous avez des questions spécifiques à poser suite à cette présentation-là, vous pouvez les mettre dans le clavardage. On les prendra en note et avec Jean-François, on s'assurera de pouvoir y répondre lors d'une prochaine FCPQ en direct ou directement, si vous voulez, les soumettre à nos services conseils aussi pour recevoir une réponse directement de la part de mes collègues du service conseil, c'est-à-dire Marie-Hélène et Jean-François. Jean-François va vous faire la présentation. Après la présentation vidéo de Jean-François, on va revenir aussi avec nos sondages hebdomadaires qui seront les derniers de ces sondages-là parce que là, ça devrait terminer le processus de mise en place des conseils d'administration. Alors, c'est ce qu'on veut valider avec vous. Alors, sans plus tarder, je vous présente la vidéo de Jean-François. Bonsoir, donc cette semaine pour l'accompagnement de la FCPQ sur la nouvelle gouvernance et sa mise en œuvre. Un petit rappel des échéances et des dates. La semaine dernière, plus précisément le 15 octobre, c'était la première journée officielle d'entrée en fonction des premiers conseils d'administration des centres de services scolaires. Donc à ce moment-là, toutes les étapes d'élection de désignation étaient finies pour ce qui est des parents et des membres du personnel, puis de la cooptation des membres de la communauté. Puis, d'ici au 23 octobre, c'est le moment où il va y avoir les premières séances officielles des conseils d'administration dans les centres de services scolaires. Donc, ça s'en vient pour certains, c'est cette semaine, d'autres, ça a été la semaine passée, puis d'autres, ça va être jusqu'au 23 octobre. Ce qui est important de retenir pour ces rencontres-là, c'est que ça va être le moment d'élire le président et le vice-président du CA. Donc, on se rappelle que ces deux postes-là vont être pour un parent. Puis, il va y avoir aussi l'occasion de décider pour les membres qui ont été élus pour différents postes qui, parmi eux, auront un mandat de 3 ans et qui, parmi eux, auront un mandat de 2 ans. On sait que dans la loi, c'est prévu qu'il y ait une alternance entre les élections, donc des élections aux 2 ans. Donc, c'est la première mouture cette année. Ça prend des volontaires pour les mandats de 2 ans et d'autres pour 3 ans. Donc, ça aussi, c'est un élément qui va être réglé lors de vos premières rencontres. Puis finalement aussi, le CA, il y a 3 comités principaux, donc le comité de gouvernance d'éthique, un comité de vérification, puis un comité de ressources humaines auquel les membres du CA vont siéger. Donc, pour la plupart aussi des CA, la première rencontre va être l'occasion de parler de ces comités-là, puis de désigner des administrateurs sur ces 3 comités-là. Un mot aussi au niveau de la formation obligatoire. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle, autant pour la formation obligatoire des conseils d'établissement, puis la formation obligatoire pour les conseils d'administration. On sait que c'est un ajout important qui a été dans le projet de loi, que maintenant, pour les nouveaux membres des CE, ça va être obligatoire, puis aussi pour tous les membres du CA, c'est obligatoire. Pour ce qui est du CE, c'est déjà disponible sur le site web du ministère. Il y a le lien vers les différentes capsules, les premières fiches thématiques, les cahiers du membre aussi. Donc, ça, c'est rendu disponible depuis plus d'une semaine. Ça va être toujours disponible sur le site web. Vous pouvez la faire quand vous le souhaiterez. Puis, il va y avoir le contenu qui va s'ajouter aussi en cours d'année. Il n'y a pas de manière officielle puis uniforme de fonctionner pour cette formation obligatoire-là. Je pense que l'essentiel de se rappeler, c'est que c'est vraiment une belle occasion de s'informer puis de connaître le rôle de tout le monde, puis le fonctionnement du CE, ça va faciliter les réunions puis la prise de décision. Donc, c'est vraiment important que ça soit fait rapidement. Puis, il n'y aura pas même si on parle de formation obligatoire, il n'y aura pas de police de la formation qui va s'assurer que tout le monde a fait leur contenu, mais on fait appel à la bonne foi de tous les membres de le faire. Puis, on invite aussi les présidents des conseils d'administration, des conseils d'établissement, puis avec les directions d'école qui assistent le CE, là, de coordonner ça dans leurs CE respectifs pour s'assurer que les membres l'ont fait, puis trouver une manière de fonctionner aussi, si vous voulez le faire en groupe, si vous voulez faire des points à l'ordre du jour pour en discuter, pour s'assurer que
tous les membres sont au courant que la formation obligatoire est rendue disponible, puis s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait aussi, parce que je parlais tantôt du comité de gouvernance éthique du conseil d'administration, mais un des mandats de ce comité-là, c'est de s'assurer de faire un suivi auprès des CE pour ce qui est de la formation qui est obligatoire. Donc, on rappelle, il n'y aura pas de police qui va venir cogner à votre porte pour vous faire votre formation, mais on appelle à la bonne foi, puis on invite les gens, les présidents de CE à coordonner ça pour que ça soit efficacement fait dans chaque CE. Puis, pour avoir été appelé à collaborer au contenu, c'est vraiment quelque chose de complet qui va aider énormément les milieux. Donc, c'est vraiment important, suivez-la, puis c'est disponible sur le site web du ministère qui va être mis en lien dans les commentaires de la séance. Pour ce qui est du CA, elle n'est pas encore rendue disponible. Ça s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines. Le contenu est prêt. Le contenu est fait, c'est sur différentes stations. Donc, vous avez un thème par station. Donc, il va y avoir une progression des apprentissages qui va se faire comme ça. Là, ce qui manque avant qu'elle soit diffusée, c'est que chaque membre du CA qui a été élu va recevoir un accès à une plateforme pour la formation. Donc, ce qui reste à faire au niveau du ministère, c'est de recueillir les coordonnées des membres qui ont été élus pour être capable de leur créer un accès, puis leur transmettre l'accès pour se connecter à la plateforme pour suivre le premier volet de la formation. Comme je vous disais, c'est des différentes stations avec un thème. Donc, un premier déploiement qui va être fait en octobre, puis d'autres déploiements d'informations qui vont être faits aussi au courant des prochains mois jusqu'en janvier, en fonction des thèmes principaux, des thèmes introductifs aussi. Donc, ça s'en vient tout bientôt. Puis, contrairement au CE, où la formation est mise sur le site web du ministère, la formation pour les CA, ça va être, comme je disais, sur une plateforme que chaque membre d'un CA va avoir accès, qui va pouvoir suivre individuellement à son rythme le contenu, que ce soit des capsules, des thèmes, des documents à lire. Donc, ça va tout se faire sur une plateforme. Donc, ça va laisser des traces aussi au ministère pour voir qui a bien fait la formation, vu que ça aussi, c'est une obligation. Donc, qui a bien fait la formation, qui a ouvert les documents, puis combien de temps ils ont passé sur le contenu. Donc, à ce moment-là, s'il y a des gens qui ont oublié ou omis de faire la formation, il y aura des suivis qui vont pouvoir être réalisés en temps et lieu pour s'assurer que chaque administrateur puisse avoir accès et que fasse le contenu de cette formation-là. Donc, voilà, ça devrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Vu que tout le monde a été désigné, élu, que tout le monde toutes les séances sont fonctionnelles, il reste juste une petite partie administrative, puis vous devriez avoir accès à cette formation obligatoire-là. Donc, ce qui complète pour moi cette semaine ma partie sur la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance. Soyez des nôtres la semaine prochaine, puisque là, il va y avoir les premiers CE vont avoir été formés, les premières séances vont s'être tenues, on va pouvoir discuter un peu plus la semaine prochaine de ce qu'est un conseil d'administration, puis de comment ça va fonctionner, pour faire une petite revue rapide de la différence entre un CA puis un conseil des commissaires comme on l'avait avant, puis aussi qu'on puisse discuter de comment ça fonctionne un CA pour que ça soit efficace dans les 4 à 6 rencontres qui sont prévues dans l'année. Donc, moi, je vous laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine. Merci. Alors, merci Jean-François. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Marie-Hélène pour les mini-sondages. Pour les mini-sondages, alors c'est les mêmes questions qu'on vous a posées lors des semaines précédentes. Puis l'idée pour nous autres, c'est de voir une tendance vers, évidemment, de plus en plus de complétion de toutes ces activités-là. Donc, la première question, est-ce que le comité consultatif transitoire s'est réuni? Donc, depuis le 15 juin dernier, est-ce qu'il y a eu des rencontres de ce comité-là chez vous? Donc, pour la plupart d'entre vous, il devrait y avoir eu une réunion, ou peut-être que vous ne le savez pas, que vous n'êtes pas au courant, si vous êtes nouveau dans vos fonctions cette année, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Donc, voilà, 60% des répondants pratiquement ont dit que oui, il y avait eu des réunions.
il y a quand même deux personnes qui ont répondu qu'il n'y en avait pas eu, puis les autres ne sont pas au courant. Donc, on le sait que ça n'a pas été vécu de la même façon dans toutes les régions du Québec. Donc, voilà, je pense qu'on pourrait passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est sur l'avis de désignation des parents. Est-ce que vous l'avez reçu? Je pense que les nouvelles qu'on a eues du terrain par d'autres sources, c'est que tous les parents ont été élus dans les conseils d'administration. Donc, je pense qu'on ne devrait pas avoir de personnes qui vont répondre non. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant, ça aussi, c'est possible. OK, phew! 94% ont dit oui. Et puis, il y a une personne qui n'est pas au courant. Donc, OK, ça marche. C'est en ligne avec ce qu'on sait. Donc, on peut peut-être passer à la troisième question. Est-ce que non seulement l'avis de désignation a été reçu, mais la désignation des parents, est-ce qu'elle a eu lieu? Alors, les réponses devraient encore une fois être toutes oui. Puis je sais aussi que dans la foule qui nous écoute ce soir, il y a des parents qui ont été désignés dans ces conseils d'administration. Donc, je vous transmets mes félicitations pour votre élection. Donc, 94% des répondants ont dit oui. Tout le monde a dit oui, puis il y a une personne qui ne le sait pas. La quatrième question maintenant. Alors, est-ce que la cooptation des représentants de la communauté, est-ce qu'une date a été fixée pour la cooptation des représentants de la communauté? Donc, normalement, ça devrait avoir eu lieu au plus tard le 15 octobre. Donc, encore une fois, on s'attend à ce que la vaste majorité réponde oui. Tout le monde a dit oui, phew! Donc, il nous reste la dernière question. Est-ce qu'une date a été fixée pour la première séance du conseil d'administration? Donc, cette séance-là devrait se tenir cette semaine, au plus tard le 23 octobre. Le 23 octobre, c'est ce vendredi. Donc, normalement, il devrait y avoir une date de prévue. Tout le monde a une date de prévue pour la première rencontre du conseil d'administration. Donc, ça va débuter cette semaine pour tous. Et voilà, fait que ça complète notre petit volet sondage. À partir de la semaine prochaine, ben, on aura probablement des nouvelles questions à vous poser. Mais cette information-là que vous nous avez fournie tout au long des mois de septembre et d'octobre, ça nous a été utile dans nos différentes représentations quand la Fédération a été invitée à participer à des événements, des tables. Donc, de savoir ce qui se passe chez vous dans vos centres de services, ben, c'est important pour nous. Alors, je vous remercie de votre participation. Et je pense qu'on peut maintenant passer à la prochaine étape de la soirée. Et Corinne Payne est avec nous. Alors, Corinne, je te passe la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais vous dire que ça fait juste 15 minutes que j'étais dans la baie des Chaleurs au Gaspésie. Puis maintenant, je suis rendue avec vous autres. Non, on avait fait, au début de la soirée, vous avez parlé de la tournée des comités de parents. Alors, moi puis Jean Cormier, la vice-présidente, avait fait une rencontre virtuelle avec le comité de parents de René Lévesque ce soir. Puis, mais j'ai contente de vous rejoindre pour en parler de mon sujet préféré. Je suis rendue l'expert de COVID, ça de là. Alors, c'est toujours moi qui traite le sujet de COVID. Jean-François est vraiment le maître de le projet de loi ou la nouvelle gouvernance maintenant. Moi, je suis le maître de la COVID. Alors, dans le COVID, qu'est-ce qui est nouveau dans les dernières 2 semaines? Mais premièrement, des bulletins scolaires. L'annonce qui a été faite par le ministère de l'Éducation, je pense, c'est pas la semaine passée, mais la semaine avant. Les premiers bulletins chiffrés, ils sont rapportés en mois de janvier. Tout le monde devrait quand même recevoir une première communication avant la fin novembre. Il y en a beaucoup qui l'avaient déjà fait en mois d'octobre. Mais qu'est-ce qui est très important, c'est qu'il va y avoir des communications, des rencontres avec les parents quand même,
C'est très important en novembre. Alors, novembre, c'est surtout le mois fameux pour rencontrer les enseignantes. Ces rencontres-là, ils doivent avoir lieu soit par Skype, Zoom, si possible, en personne, si vous n'êtes pas dans une zone orange ou rouge. Nous, dans nos représentations, on a vraiment insisté sur l'importance de ces rencontres-là pour les parents d'avoir ce moment-là privilégié avec l'enseignante ou les enseignantes de leur enfant. Puis le ministre allait même une étape plus loin, puis a demandé la même chose dans le mois d'avril aussi. On sait que les enfants, il y en a plusieurs enfants qui ont le rattrapage à faire. On sait qu'il y a des enfants qui sont en isolement. On sait qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus d'aide que jamais. Puis la communication entre maison puis l'école est primordiale pour assurer le suivi puis la réussite de nos jeunes. Alors, sur ça, on a fait plusieurs réactions aussi. Alors, on a quand même fait une communiqué de presse pour dire que le premier bulletin est rapporté en janvier, mais les communications sont encore plus importantes, autant plus importantes. Je vais vous dire que s'il y a un choix à faire entre avoir un bulletin chiffré ou d'avoir les 15 ou 20 minutes pour parler avec l'enseignante à propos de mon jeune, puis c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, c'est là qu'on va avoir ces opportunités-là. Pour beaucoup des parents, on sait que le bulletin, c'est la seule communication entre l'équipe école puis la maison. Il faut absolument qu'il y ait d'autres communications pour permettre aux parents de soutenir leurs jeunes dans leurs apprentissages, affirme la présidente Kevin Roy. Alors ça, c'était les paroles de la présidente suite à cette annonce-là. L'autre nouvelle, c'est les services aux élèves dans les besoins particuliers et les élèves en isolement. Juste avant que je rentre dans les détails de ça, je vais vous dire que l'année passée, avec l'adoption le projet de loi 40 puis la nouvelle gouvernance, nous n'étions pas contentes avec le fait que le voie de une commissaire parent IHDA est éliminée. On n'a encore pas envalé cette pilule-là. Puis on a pris la décision, puis comme fédération, de continuer d'assurer qu'on va faire entendre la voix IHDA plus haute puis plus forte que jamais. Puis c'est ça qu'on fait cette année, en plus de faire, comme on fait toutes les années depuis 10 ans, un forum pour les parents des élèves IHDA. On a ajouté 2 autres forums virtuels. On a aussi ajouté le 26 septembre un volet dans notre activité nationale sur les IHDA qu'on est en train de préparer une synthèse, un avis qu'on va envoyer. Alors, on ne lâchera pas le morceau pour les IHDA. Alors, surtout, on a marqué ce printemps pendant le COVID, puis même depuis la rentrée scolaire, que les services aux élèves avec des besoins particuliers aient besoin d'être criés haut et fort pour assurer qu'on ne laisse aucun enfant en arrière au Québec, que des services sont en place pour nos jeunes. Puis avec ça aussi, on a rendu compte assez vite avec les premiers enfants qui étaient mis en isolement à partir de le 29 août pour 10, 14 jours en attendant les tests, retirés de leur classe, qui manquaient des services. Il y a des enfants qui étaient 2 semaines chez eux attendant les tests ou parce qu'il y avait un test positif, qui n'avaient pas de service, il n'y avait aucune communication avec leurs écoles. Ils retournent à l'école, puis une semaine plus tard, il y a un autre cas dans la classe qu'il faut qu'il va aller en isolement encore. Alors, c'est 2 situations qu'on trouve très déplorables présentement. Alors, la présidente a parlé plusieurs fois dans les médias de ces situations-là dans les dernières semaines. Dans les médias, puis je vais vous dire qu'il a aussi parlé avec les personnes concernées. Alors, les petites citations, les parents encore fraîchement en mémoire le printemps dernier, ce n'est pas bien passé partout, dit Kevin Roy, président de la Fédération de communautés de parents du Québec. Notre première préoccupation, est-ce qu'il y a des balises claires pour que le soutien aux parents, aux parents et aux enfants soit le même partout? Le président de la Fédération, Kevin Roy, déplore qu'il n'y a aucune balise claire quant au niveau de service qui est recevoir des élèves en situation de handicap ou en difficulté d'apprentissage quand une classe bascule en enseignement à distance en raison du coronavirus. Je vois très clair que quand on était demandé par le ministère, c'était quoi
qu'on souhaitait. On ne souhaite pas que nos enfants soient à la maison puis pas à l'école, mais c'était quoi qui était prioritaire pour la fédération? On était très clair que les enfants et HDA, on veut qu'ils restent à l'école 100% du temps. Surtout si c'est ça que le parent souhaite, parce qu'on sait qu'il a besoin de l'aide et besoin des services éducatifs. Puis une dernière citation, il s'agit d'un non-sens selon le président de la Fédération des comités de parents Kevinois. Nous, on demande à ce que les élèves qui ont des besoins particuliers soient en présentiel toujours à l'école. Alors, je vais vous dire qu'on ne se gêne pas quand on est assis à l'étable, on ne se gêne pas, même s'il n'y a pas de table, il n'y a pas de rencontre, de faire le vouloir aux autorités. C'est quoi qui est important pour les enfants du Québec, puis pour tous les enfants, pour assurer leur réussite éducative, puis les services éducatifs à qui le doit. Ensuite, on veut vous poser des questions ouvertes ce soir. Vous pouvez répondre dans le clavardage. Vous pouvez aussi envoyer vos réponses par courriel au service conseil. 3 questions. Comment vivez-vous avec les mesures présentement qui sont mises en place? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe moins bien? Il y a beaucoup de zones en orange puis rouge maintenant. Alors, beaucoup de secondaires 4 puis 5, c'est une journée sur 2. Beaucoup de classes fermées, il commence à avoir des écoles fermées. Comment ça se passe chez vous avec les mesures, avec les masques tous les jours, dans la classe, dans le transport scolaire, dans n'importe quoi que vous voulez en parler? On veut savoir comment ça se passe chez vous. Vos jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parle avec vos jeunes. Qu'est-ce que les autres en pensent? Dis-nous qu'est-ce qu'ils en pensent. On veut savoir. On parle à leur nom. Il n'y a personne qui parle pour les enfants à part des parents. Je vais être très, très claire. Ce n'est pas les directions, ce n'est pas les DG, ce n'est pas les syndicats, c'est personne d'autre qui va parler pour les enfants si nous, les parents, on ne parle pas pour nos enfants. Mais pour faire ça, il faut parler avec nos enfants pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, parce qu'ils sont brillants, nos enfants, puis ils sont capables de trouver des solutions. Alors, demandez qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis vous ont dit pour freiner la propagation, la bataille n'est pas gagnée ou la guerre n'est pas gagnée. On est dans une bataille. On espère de ne pas avoir 3, 4, 5 vagues. Il faut qu'on freine la propagation. Est-ce que vous avez des idées? D'autres suggestions? S'il vous plaît, les envoyer. On parle régulièrement, chaque jour, chaque semaine, avec les autorités qui ont des décisions à prendre. Le 28 octobre approche. On est là pour vous représenter. Alors, si vous avez quelque chose, comme je dis, vous pouvez répondre dans le clavardage. Mais pour les écoles virtuelles, je vous dis qu'il y a des places que ça va très bien. Alors, laissez-nous savoir si vous avez des écoles virtuelles qui vont bien. On va trouver le moyen pour partager les bons coups aussi, parce qu'il y a des choses qui font des choses. Une bonne question. Les ados, en général, sont super bons. Il ne faut pas oublier que certains cachent l'affaire qu'ils trouvent. Ça dure émotionnellement. Les écoles doivent être équipées pour détecter les jeunes en détresse. Tout à fait. La santé mentale est très, très fragile pour tout le monde. C'est un très bon point. Il y a encore beaucoup de différences dans l'application des règles sanitaires d'une école à l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et des cellules COVID en lien avec les parents et les écoles, une initiative communauté à partager. Merci, c'est bon. Partagez vos bons coups. J'ai un enfant en besoin particulier. Il y a beaucoup de comportements négatifs depuis le début de l'année. Il y a une surcharge cognitive avec toutes les règles mises en place, le masque. Il y a une déphrasée visio-spatiale avec troubles de langage. Donc, les masques, nouvelles routines et tout, c'est trop pour lui. Merci, Angela. On va bien noter vos commentaires. N'hésitez pas à recourir à tel jeune, puis la ligne de parents. Ils sont là pour vous aider aussi. Non, puis tout à fait, Lynn, ce n'est pas juste des enfants IAGA qui ont besoin des services spéciaux présentement. Il y a plus d'enfants qui ont besoin de plus des services spéciaux. Puis d'autres. Moi, je dis que chaque enfant est unique, puis chaque enfant a ses besoins, chaque enfant a ses forces. Il faut qu'on assure chacune à qu'est-ce qu'il a besoin pour réussir. S'il y a d'autres choses, je n'ai vous pas le mettre. On est là, puis on va avoir des rencontres encore cette semaine. Un mot pour la fin. Je vais vous dire que vous, les parents, on lève nos chapeaux, on a fait déjà féliciter nous-mêmes, mais je vous dis que cette semaine aussi, c'est la Semaine québécoise des directions d'établissements scolaires. Les directions dans les établissements scolaires ne sont pas lâchées non plus depuis le mois de mars. Il y en a plusieurs qui n'ont pas eu
leurs vacances cet été ou très peu de vacances. Ils sont vivent avec, ils sont vraiment un jambon dans un gros sandwich entre nous des parents, puis toutes les directives qui viennent de le ministère, puis leur DG, puis tout ça. Puis c'est eux autres qu'il faut mettre ça tout en pratique. Alors, je vais vous demander aujourd'hui, puis cette semaine, quand tu vas traverser une direction d'école, remercie-la. Puis sinon, envoie des petits messages pour les remercier parce que ils sont clés pour la réussite de nos enfants aussi. Puis présentement, c'est eux autres qui vont vivre avec toute cette réalité qui n'est pas simple. Alors, un petit merci, c'est toujours apprécié. Ça va être notre tour un jour, puis on veut qu'ils nous remercient aussi. Je vais juste lire d'autres commentaires qui sont passés dans le chat. Difficile pour un de mes garçons qui n'a pas d'amis dans sa classe au primaire avec les boules classe. Oui, je lisais des articles aujourd'hui sur ça. Je sais, c'est difficile avec certaines bulles classe quand ils ne sont pas avec leurs amis. Les rôles des parents sur les CI est encore plus grand cette année, effectivement. Une bonne suggestion peut-être, c'est à chacun de vos conseils d'établissement mettre un point statutaire pour parler de la COVID, les mesures, comment ça se passe dans les écoles, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos jeunes. La semaine passée, à mon conseil d'établissement, on a parlé de les activités parascolaires. C'est sûr que tout est pas mal gelé. Je vais même faire la recherche pour voir, puis faire les demandes que l'argent qui est dédié aux parascolaires, est-ce qu'on peut être créatif de comment on peut utiliser ça pour les jeunes dans nos écoles, la souplesse, que ça ne peut pas juste être les éclatement les boules, mais est-ce qu'on peut faire des choses pour chaque classe bulle avec l'argent parascolaire pour trouver des façons créatives d'utiliser ces fonds, puis de stimuler nos jeunes, puis ajouter du couleur dans leur vie. Si vous avez d'autres idées géniales comme ça, on est prenante, on va les prendre, puis on va les passer aux personnes qui ont des décisions à prendre dans les prochains jours puis les prochaines semaines. Je pense que j'ai tout passé. À la fin, toujours, pour nous joindre, des questions, besoin d'aide ou quoi que ce soit, le numéro de téléphone, le courriel. Puis si tu oublies de tout ça, tout simplement dans votre moteur de recherche parentquebec.ca, puis ça vous apporte directement à la page Service Conseil de notre site web où vous pouvez avoir de l'aide. Pas nécessairement si tu le fais ça à minuit le soir, là, mais minuit, mais on va vous répondre le plus rapidement possible. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée, puis c'était un plaisir d'être ici, puis pas vous voir, mais de vous voir vos noms sur mon écran. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde.